Vous pourriez croire que nos télescopes sophistiqués nous offrent une vision complète de la Lune, mais il n'en est rien. Au pôle sud de notre satellite se trouvent d'immenses cratères que la lumière n'a pas touchés depuis des lustres. Ils demeurent plongés dans une obscurité totale, plus glaciale que Pluton, et pratiquement insondable. Pourtant, il nous faudra peut-être affronter ces ténèbres, si nous souhaitons explorer l'espace, car elles dissimulent des ressources essentielles au maintien de la vie et au voyage lointain. Oui, il s'agit bien d'eau, emprisonnée sous forme de minuscules cristaux dans le sol lunaire. Or, la présence d'eau dans l'espace constitue toujours une bonne nouvelle. Vous avez sans doute entendu que les chercheurs traquaient aussi cette substance sur Mars. Si la planète rouge abritait quelques réserves d'eau sous sa surface, l'hypothèse d'une vie passée deviendrait réellement plausible. Même la découverte de simples microbes représenterait une avancée majeure pour l'humanité. Voilà pourquoi les astromobiles inspectent les cratères martiens et forannent le terrain avec la minutie de jardiniers spatiaux chevronnés. Aussi remarquable que puisse être la présence d'eau sur Mars, celle présente sur la Lune pourrait nous être encore plus utile à court terme. La raison en est double, la distance et la faible gravité de notre satellite. Nous pouvons l'atteindre en 3 jours, ce qui est dérisoire. Il faut pas moins de 7 jours pour rejoindre New York depuis Londres en croisière. Mais surtout, la Lune offrirait un véritable relais. Un lieu où faire halte, se ravitailler et repartir afin de poursuivre nos explorations. La gravité lunaire ne représente qu'un 1/6 de celle de la Terre. Et cela ne sert pas seulement à se divertir en bondissant comme un cabri. Cette différence implique que le lancement de fusées depuis notre satellite serait bien moins exigeant que depuis la Terre, où il faut brûler des quantités colossales de carburant simplement pour s'arracher à l'atmosphère. Songez par exemple à Saturne V, la fusée qui transporta les équipages des missions Apollo. Elle était composée à plus de 90% de carburant, rien que pour quitter le sol. Sur la Lune, cependant, la mise à feu d'une fusée est nettement plus simple, ce qui permettrait d'emporter de plus grandes charges tout en consommant moins de carburant, comme si vous pouviez partir en voyage avec une valise bien plus grande. Si nous parvenions à exploiter la glace lunaire pour fabriquer un combustible spatial, notre satellite deviendrait une escale pratique et abordable pour l'exploration du système solaire. En outre, grâce à quelques procédés chimiques élémentaires, il serait possible d'extraire de l'oxygène de l'eau pour respirer ou alimenter nos moteurs, sans oublier que les astronautes auraient besoin d'eau pour boire et cultiver des plantes sur une base lunaire. Que savons-nous donc des découvertes récentes ? Durant longtemps, les scientifiques pensaient la Lune totalement aride. Mais en 2009, la NASA fit s'écraser une fusée dans un cratère, provoquant une gerbe de glace et de vapeur, presque un feu d'artifice, qui confirma enfin la présence d'une certaine quantité d'eau. Mais laquelle ? Apparemment, assez pour compter. Les données indiquent que les régions polaires pourraient receler des centaines de millions de tonnes de glace, certaines estimations avançant environ 590 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de 460 millions de voitures. Ce ne sont pas des lacs, certes, mais cela demeure considérable, et il pourrait même y en avoir davantage. Cette eau pourrait également aider à révéler d'intrigants secrets scientifiques. Cette glace est très ancienne, et agit comme une capsule temporelle issue des premiers instants du système solaire. L'analyse de ces molécules figées pourrait nous éclairer non seulement sur la manière dont l'eau a atteint la Lune, mais aussi sur son apparition sur Terre. Mais alors, que fait toute cette eau sur la Lune, et comment y est-elle parvenue ? Les chercheurs estiment qu'une partie aurait voyagé sur des comètes et des astéroïdes il y a des milliards d'années. Nombre de ces corps transportant de la glace qui se seraient finalement déposés dans les régions polaires. Une autre source possible réside dans l'interaction du vent solaire avec la surface lunaire. Quelles que soient ses origines, l'essentiel tient à l'endroit où cette glace s'est accumulée, au cœur des cratères polaires. Et même si l'on n'en retrouve ailleurs que dans ceux du pôle sud, c'est là que se trouveraient les réserves les plus vastes et les plus stables. Certains de ces cratères sont immenses. L'un des plus connus, le cratère Shackleton, excède 21 km de large et atteint plus de 3 km de profondeur, une échelle presque 2 fois supérieure à celle du Grand Canyon. La Lune n'incline son axe que d'environ 1 degré, si bien que le Soleil ne franchit jamais les rebords de ces profondes cuvettes polaires. Les températures y chutent jusqu'à près de moins 240 degrés Celsius. Toute eau ou substance chimique prise dans ce sol gelé demeure ainsi emprisonnée, comme dans un gigantesque congélateur. Ce qui intrigue particulièrement, c'est qu'au pôle sud coexistent des zones plongées dans une nuit éternelle, et, tout près,
des crêtes montagneuses baignées d'une lumière presque continue, que les chercheurs nomment les pics de lumière éternels. Elle constitua des emplacements parfaits pour installer des panneaux solaires, tout en restant à proximité des réserves de glace enfouies. Les pôles lunaires sont les seuls lieux connus du système solaire où le jour perpétuel et la nuit sans fin se rencontrent. Mais cette nuit éternelle n'est pas seulement captivante, elle s'avère redoutablement dangereuse. Le terrain y est impitoyable, impossible à reproduire fidèlement sur Terre, et nous ignorons même l'aspect réel de ces lieux depuis l'intérieur. C'est pire que d'explorer l'extrême nord de l'Antarctique en ayant les yeux bandés. Dès lors, cette eau potentielle est-elle réellement accessible? C'est la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Certes, de l'eau existe, mais l'atteindre ne reviendra pas à prélever une simple portion de glace. Il s'agit en réalité de cristaux minuscules, mêlés à la poussière lunaire. Et pour les exploiter, il faudrait des machines capables de creuser, de chauffer le sol, puis de capturer la vapeur avant qu'elle ne s'échappe dans le vide spatial. S'ajoute ensuite le gel extrême. Même si un humain ou un rover parvenait à descendre sans danger au fond d'un cratère, la progression y serait presque impossible. Les batteries comme les instruments céderaient rapidement, et l'usage de panneaux solaires ou d'équipements électroniques est exclu. Il gèlerait en quelques minutes. Toutefois, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA recourt à divers radars et capteurs pour sonder la structure interne de ces cratères, et un outil encore plus performant est désormais disponible. ShadowCam, une caméra d'une sensibilité telle qu'elle saisit des détails dans une luminosité 100 fois plus faible que ce que l'œil humain peut percevoir. Un véritable dispositif ultime de vision nocturne. Grâce à elle, nous pouvons enfin cartographier ces gouffres, sans y poser le pied. C'est pourquoi les ingénieurs imaginent toute une gamme de solutions. Certains projets envisagent des rovers alimentés par l'énergie nucléaire, dotés de phares capables de percer l'obscurité. D'autres conçoivent des robots qui descendraient les parois en rappel ou bondiraient sur le sol, à la manière des chasses sauteuses. Il existe même des concepts de foreuses, aptes à liquéfier le sol gelé et à piéger la vapeur d'eau, comme la condensation qui se forme sur une canette glacée. Le point positif, c'est que cette eau ne risque pas de disparaître. Elle restera en attente jusqu'à ce que notre technologie progresse. Cela dit, les agences spatiales avancent déjà à grands pas. Plus d'une demi-douzaine de missions sont d'ailleurs prévues dans les prochaines années. Le programme Artemis de la NASA se prépare à renvoyer des astronautes autour de la Lune avant de les acheminer jusqu'au pôle Sud. La mission chinoise Chang'e 7 projette d'examiner ces cratères obscurs, tandis que des entreprises privées comme Firefly et Blue Origin s'organisent pour acheminer du matériel et mener diverses expériences. Voici maintenant un fait supplémentaire, moins connu mais tout à fait remarquable. La Lune dégage une odeur. Lorsque les astronautes d'Apollo ont rapporté de la poussière lunaire dans leur module, celle-ci a réagi avec l'oxygène de l'habitacle et a émis une fragrance très prononcée. Ils la comparaient à celle de la poudre à canon ou de feux d'artifice. Cette poussière n'a pourtant rien de commun avec la poudre noire, mais ces particules, restées des milliards d'années dans l'espace, se sont révélées extrêmement réactives, dégageant aussitôt ce parfum fumé. Les futurs explorateurs le remarqueront eux aussi, car cette poussière adhère à pratiquement tout. Espérons qu'en plus du reste, les scientifiques mettront au point des systèmes de purification de l'air pour les bases lunaires. Le satellite chinois Yutu-2 fait partie d'une mission robotique vers la face cachée de la Lune lancée le 7 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, il effectue le tout premier alunissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Il se pose dans le cratère de Von Karman, non loin du pôle sud de la Lune. Les scientifiques s'intéressent à cette région car les cratères froids et toujours ombragés qui s'y trouvent contiennent de l'eau glacée. Ces plaques de glace sont irrégulières et probablement anciennes. Au sud, la majeure partie de l'eau glacée est concentrée dans des cratères, tandis qu'au pôle nord, elle s'étend de façon plus éparse. Dans tous les cas, cette glace pourra être utilisée une fois qu'une mission habitée de longue durée atterrira sur la Lune. Quoi qu'il en soit, plusieurs jours après l'atterrissage de Yutu-2, il ferme ses systèmes d'exploitation et hiberne durant sa première nuit lunaire. Il se réveille le 29 janvier 2019. Tous ses outils fonctionnent normalement. Le rover parcourt 120 mètres lors de son premier jour lunaire complet. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres et une nuit lunaire a la même durée. Se déplacer et explorer pendant la journée et s'éteindre pendant la nuit deviennent la routine du rover. C'est lors du 8e jour lunaire
que Yutu 2 tombe sur quelque chose d'incroyable. Cette découverte conduit les scientifiques à remettre à plus tard tous les autres plans de la mission. Ils se concentrent sur la découverte de l'étrange matière trouvée par le rover. Au début, ce jour lunaire n'est pas différent des autres. Il commence le 25 juillet lorsque le rover commence à se frayer un chemin à travers une zone parsemée de minuscules cratères d'impact. Yutu 2 est aidé et surveillé par l'équipe de pilotes du Centre de contrôle aérospatial de Pékin. Le 28 juillet, l'équipe se prépare à arrêter le rover pour une sieste demi-journée. Le soleil est haut dans le ciel, cela signifie qu'il y a des niveaux élevés de radiation et des températures brûlantes qui peuvent endommager la machine. Avant de mettre Yutu 2 hors tension, les scientifiques examinent les images prises par la caméra principale du rover. C'est là qu'ils le repèrent. Un petit cratère rempli de quelque chose qui semble étonnamment différent du paysage environnant. Incapable d'identifier la substance ressemblant à du gel, l'équipe ordonne au rover d'examiner cette étrange découverte. Yutu 2 s'approche prudemment du cratère pour examiner la substance étrangement colorée. La machine utilise un équipement spécial qui détecte la lumière réfléchie par la substance. Elle est censée aider les chercheurs à comprendre la structure de la matière. Malheureusement, la nature de cette découverte exceptionnellement colorée reste un mystère pendant plus d'1 an. Il n'est pas étonnant que cette découverte, ainsi que le fait qu'au départ, il n'y ait pas eu d'image de cette étrange chose, ait suscité la curiosité du monde entier. La seule description disponible de la substance était qu'elle ressemblait à un gel brillant coloré de façon aléatoire, ce qui était plutôt étrange pour la surface poussiéreuse et aride de la Lune. Mais finalement, le mystère semble avoir été résolu. Les chercheurs ont analysé les informations reçues de l'équipement du rover. Comme prévu, la substance s'est avérée être composée de roches, de la brèche verdâtre et scintillante, dans un échantillon ne dépassant pas 51 cm sur 15. C'est un peu comme une version géologique de la salade Jello, avec des fruits à l'intérieur. Si tu la fais fondre, elle aura l'air vitreuse. La brèche est constituée de pierres pointues, reliées entre elles par une substance semblable à de la craie. L'échantillon trouvé sur la face cachée de la Lune est constitué d'un mélange de différents minéraux. Le principal est un type de silicate qui est l'un des composants les plus courants de la croûte lunaire et terrestre. L'échantillon contient également du verre, ce qui signifie qu'il a pu se former lors d'une éruption volcanique. Mais l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pourquoi les chercheurs sont presque sûrs qu'elle n'est pas à l'origine de cette découverte inhabituelle. Le matériau pourrait avoir été créé par un astéroïde massif, une comète ou une météorite qui aurait frappé la Lune. Lors de la collision, la pression et la température étaient si élevées que d'énormes quantités de roches ont instantanément fondu. Certains morceaux ont refroidi assez rapidement pour former du verre. Le reste s'est rassemblé au centre du cratère d'impact et s'est refroidi plus lentement, formant une nouvelle roche. La substance ne s'est probablement pas formée dans le cratère von Karman, mais dans les cratères voisins de Finsen et d'Alder. Le creux où le rover a fait sa découverte ne faisait que 2 mètres de diamètre. Ce qu'il a créé ne devait pas dépasser 2,5 cm de large. Mais alors, cela serait trop petit pour créer un si gros morceau de brèche. Il est intéressant de noter que la matière est similaire aux échantillons recueillis par les astronautes lors des missions Apollo de la NASA. L'un de ces échantillons était constitué de tessons de minéraux brisés et sombres collés les uns aux autres. Il contenait également du verre noir et brillant. On n'est pas sûr, toutefois, que ce soit la même substance que celle découverte par Yutu 2. Lorsque le rover a pris des photos et effectué ses mesures, il faisait plutôt sombre dans la zone. La qualité des images n'est pas très bonne. Les experts expliquent également que la mission examine une zone de la Lune jusqu'alors inexplorée. C'est pourquoi ils n'ont pas d'échantillons de cette région pour les comparer avec la substance verdâtre et brillante que le Yutu 2 a trouvée. Mais si leur supposition s'avère exacte, alors la face cachée de la Lune pourrait avoir plus de points communs avec celle qui fait face à la Terre qu'on ne le pensait. Mais qu'est-ce que ce côté obscur du satellite naturel de la Terre a de si spécial et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Tout cela est dû au phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Le seul satellite naturel de la Terre tourne autour de son axe une fois tous les 27 jours, et il lui faut le même temps pour faire le tour de notre planète. C'est pourquoi on voit toujours la même face. Pour être précis, 59% de la surface de la Lune est visible. Cela signifie que l'on peut apercevoir la face cachée du satellite à certaines périodes de l'année. La face de la Lune que nous ne pouvons pas voir est très différente de celle qui fait face à la Terre. Elle n'a pas de taches sombres visibles la nuit, qui sont des plaines basaltiques lunaires appelées mers lunaires.
Elles ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques. Celles-ci se sont produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Au lieu de plaines, la face cachée de la Lune abrite d'innombrables cratères et de hautes montagnes. L'une des hypothèses pouvant expliquer une différence aussi frappante entre les deux faces est basée sur la théorie de la collision. Elle affirme qu'il y a des milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec une autre planète ou un autre corps céleste massif. Après cela, les débris de cette collision se sont écrasés contre quelque chose qui allait plus tard former notre Lune. C'est pourquoi les paysages du satellite sont si différents d'un côté à l'autre. Une théorie plus récente suggère que la partie de la Lune qui fait face à la Terre est plus chaude en raison de la chaleur rayonnée par notre planète. Pendant la période des éruptions volcaniques, il faisait plus frais sur la partie la plus éloignée. C'est pourquoi les minéraux y sont devenus solides plus rapidement. Ils ont formé une couche protectrice protégeant l'intérieur de la Lune contre les météorites. Mais chaque impact a laissé un impressionnant cratère. Dans le même temps, une croûte beaucoup plus molle sur la face avant de la Lune crachait de la lave chaque fois qu'un météorite la frappait. Après que cette lave se soit refroidie, elle a recouvert les cratères des impacts. Même si la face la plus lointaine est souvent appelée la face sombre, les deux côtés reçoivent presque la même quantité de lumière solaire. Le côté que nous voyons semble un peu plus lumineux en raison de la lueur provenant de la Terre. Il y a 2 raisons pour lesquelles les scientifiques sont intéressés par l'exploration de la face cachée de la Lune. Après avoir quitté notre planète, de nombreuses ondes radio sont bloquées par le satellite naturel de la Terre. Si les astronomes pouvaient construire leurs télescopes radio et optiques sur la face cachée, ils obtiendraient beaucoup plus de données. Il n'y aurait aucun problème d'interférence, quelle qu'en soit la nature. Les télescopes seraient également protégés de l'éblouissement de la lumière du jour provenant de notre planète. Si les télescopes étaient installés dans des cratères, ils seraient également protégés du rayonnement solaire. Les astronomes pourraient ainsi obtenir une vue incroyablement claire des régions lointaines de l'univers. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a de grandes quantités d'hélium-3 de l'autre côté de la Lune. La Terre est protégée des vents solaires qui transportent ce gaz par son champ magnétique. Mais notre satellite naturel n'a pas un tel bouclier. C'est pourquoi les experts pensent que la Lune peut être un endroit parfait pour l'extraction de l'hélium-3. Cet élément rare pourrait être utilisé plus tard comme combustible pour les réacteurs à fusion. Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle Nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de 2 décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène, nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusées. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeur d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud, puis se transforme en glace, qui se fixe à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers. Et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète, et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps.
peut être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète. Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau, mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du soleil, mais aussi sa chaleur. À vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe. Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables, ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 290 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires, aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer, et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante, et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique, et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas.
Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruits de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace, voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars. L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, 2 astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Viking 1 explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation. Une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les Falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles, dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie, la NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne. Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne,
pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur, elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet, formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles. La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques, observées, pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème. Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuses, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs, ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé Ina. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'Ina provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'Ina datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène... Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui.
Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte.
À la fin du 19e siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau, dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans